Alors, sur cet atelier, donc vous avez vu l'intitulé, donc le matériel, les aménagements des espaces et du temps. Cet atelier, en fait, répond, comme les assises, et nous avons pu le constater, répond à une véritable attente. En tout cas, les 21 personnes, les experts qui étaient avec nous dans la salle, mais les 21 personnes qui étaient présentes avec nous dans cet atelier, étaient tous très contents de participer, de pouvoir témoigner, de pouvoir échanger, de pouvoir mutualiser. Alors, du coup, comme je ne connais pas cet équipement, voilà que je suis perdu. Ça y est. Bien, alors, je vais quand même commencer par vous décrire la façon dont nous avons déployé l'atelier. Puisque la thématique étant le matériel, les espaces et les aménagements, le premier point, en reprenant un des éléments du rapport de Mme Bicchetti-Bizot, le numérique n'est rien sans le pédagogique. C'est-à-dire que l'outil numérique n'existe pas, n'a aucun sens s'il n'y a pas un dispositif, s'il n'y a pas une intention. Donc, il est nécessaire d'avoir une vision globale, systémique, englobant l'ensemble des partenaires. Alors, je dois préciser que dans cet atelier, nous avions des enseignants du premier, du second degré, des tavanas, des parents d'élèves, des principaux et des proviseurs de collège. Donc en fait, un public multicatégoriel qui nous a apporté une vision très élargie en fait, des aspects du numérique à l'école. À l'école, quand je dis à l'école, c'est avec un grand E. Hein. Bien. Donc nous avons scindé cet atelier en 3 parties. La première partie, les matériels et les équipements. La deuxième partie, les aménagements et les espaces. Et la troisième partie, les usages pédagogiques, hein, pour reprendre ce que j'évoquais, c'est-à-dire que le numérique n'est rien sans le pédagogique. Alors le premier point, c'est que les écoles, les établissements et les communes ont besoin d'un schéma directeur. Ça, c'est très fort, et les attentes sont réellement fortes, c'est-à-dire que ces assises répondaient visiblement à un besoin, mais les attentes à l'issue de ces assises sont également très très fortes. Donc, un schéma directeur avec éventuellement des cahiers des charges qui permettent d'avoir une vision à minima des équipements et des rôles de chacun également. Donc, premier point, le matériel et les équipements. Alors, le premier élément, c'est la connexion. Et ça a été un élément prégnant qui a mobilisé les échanges à un bon moment, cet accès à la connexion. Je vous passe les exemples des écoles à côté desquelles la fibre passe et qui se désolent de ne pas être elles-mêmes connectées. Ceci étant, il a été aussi constaté qu'une fois les établissements ou les écoles connectés, ça n'améliorait pas forcément l'accès à l'Internet. Tout simplement parce que le réseau électrique et le réseau informatique n'étaient pas en mesure d'accepter un tel débit, et y compris les matériels. Donc du coup, si on fait à partir de ce constat, il est clair qu'il est important, une fois qu'on a connecté l'établissement, que ce soit une école ou un lycée ou un collège, il y ait préalablement une mise aux normes des réseaux électriques et informatiques qui en permettent un usage quotidien et raisonné. Je reprends ce qu'a dit notre collègue Karl, je ne me souviens plus de son nom, qui nous a présenté les usages domestiques des smartphones, qui nous a dit oh, vous savez, les smartphones, l'usage se répand, les tablettes n'ont plus lieu d'être. Si, les tablettes sont adaptées à une utilisation en classe, mais ça ne restreint pas pour autant l'utilisation d'autres matériels. Les postes fixes,
les vidéoprojecteurs, la télévision, on a évoqué la télévision aussi. Ce qui est important dans les matériels, c'est la flexibilité. La flexibilité et la complémentarité. C'est-à-dire qu'en fonction des usages, qu'on soit en école ou en établissement, en fonction des usages, eh bien, on utilise tel ou tel matériel. C'est-à-dire que la préconisation en se disant « c'est fini, on n'achète plus d'ordinateur fixe » ou « on n'achète plus de tablettes », n'est pas envisageable. C'est en fonction des besoins des élèves et aussi du déploiement des dispositifs pédagogiques que conçoivent les équipes. Deuxième thème, l'aménagement du temps et des espaces. Donc, dans le premier degré, il y a une pratique, les pratiques tendent à privilégier la souplesse de la classe. C'est-à-dire que il y a quelques années ou quelques décennies, on a équipé les classes avec, les écoles avec des espaces dédiés, hein, des postes fixes, etc. Et aujourd'hui, force est de constater que ces postes fixes sont, en école en tout cas, ne sont plus utilisés ou beaucoup moins utilisés. Et les enseignants dans les écoles privilégient les matériels souples, flexibles. Les flottes de tablettes, les classes mobiles quand elles existent, alors que dans le second degré, ces classes dédiées au numérique, à l'informatique, restent d'actualité, et d'après ce que nous avons compris, plus on monte vers le lycée, en fait, plus les usages tendent à s'approcher de ce que les élèves vont trouver dans le monde professionnel, et là, pour le coup, on a à nouveau besoin d'avoir du matériel qui s'approche le plus possible de ce qu'ils vont trouver dans le monde du travail. Donc du coup, les classes dédiées avec des postes fixes sont tout à fait envisageables. Alors, juste un point, parce que, alors je ne sais pas si c'est un constat, une préconisation, mais en tout cas, l'adaptation de ces espaces qui accueillent les équipements informatiques doit être anticipée. Alors par exemple, on nous a cité l'exemple d'une classe accueillant toute une flotte de postes et sans penser que ces postes allaient faire monter la température. Et ici, il est vrai que ça peut devenir assez compliqué. Ça, c'est du point de vue de l'utilisation, mais lorsqu'il n'y a personne dans les locaux, la question de la sécurité s'invite aussi, y compris de la responsabilisation des personnels, parce qu'on a vu dans certaines écoles dotées d'équipements informatiques, des enseignants se posaient la question de savoir s'ils emportaient avec eux ou pas les flottes de tablettes, par exemple, et chez eux le week-end, de façon à ce qu'ils puissent les retrouver pour le travail avec les élèves le lundi matin. Donc, sous quelle responsabilité? Bref, il faut que tout ça soit clarifié de façon à ce que les équipes puissent utiliser ces outils en toute tranquillité et en toute sécurité. Et puis le troisième point, enfin, a trait aux pratiques pédagogiques. Alors, là, on a eu un moment, c'était ce matin, on a eu un moment très très riche de partage, de mutualisation, et on se serait presque cru dans un temps de formation, mutualisation, parce que les collègues du premier degré, les collègues du second degré, décrivant leurs pratiques avec les outils numériques, en fait, se sont mis sous nos yeux à partager. Et puis nous-mêmes nous notions les références des applications, ce qui fonctionnait bien. Je crois que pendant ce temps-là, d'ailleurs, ce matin, les ERUN témoignaient eux-mêmes de leurs propres pratiques. Donc là, il y a un véritable besoin à la fois de communiquer, de mutualiser et de pouvoir échanger sur les... Alors, je ne vais pas les qualifier de bonnes pratiques, mais sur les pratiques qui fonctionnent. D'accord, 5 minutes. Sur les pratiques qui fonctionnent. Et du coup, la préconisation qui en ressortait, c'est qu'il y avait besoin de ces espaces, et celui que nous avions ce matin, par exemple,
pouvait s'apparenter à un espace numérique de travail sur lequel on échange, mais on aurait pu aussi déposer, on aurait pu tester, mutualiser. Donc il y a un véritable besoin, et là il n'aurait pas fallu pousser les collègues qui étaient ce matin en ligne avec nous pour continuer à discuter offline des pratiques qu'ils présentaient. Donc il faut quand même promouvoir des pratiques qui favorisent alors l'autonomie des élèves, le retour réflexif sur les pratiques, c'est la métacognition, les travaux collaboratifs, qu'ils soient entre enseignants ou entre élèves, les démarches de projet, le gain de temps aussi, la différenciation et l'individualisation, et l'adaptation des supports, et ça c'est important, l'adaptation des supports aux besoins des élèves, aux élèves à besoins particuliers. Pardon. Ça c'est très important parce que le support numérique aujourd'hui, et moi je l'ai même constaté dans les classes, les supports numériques aujourd'hui permettent immédiatement d'adapter des supports qui ont été prévus pour l'ensemble de la classe, et en quelques clics, on a des supports complètement adaptés aux élèves qui ont ces besoins particuliers. Donc, il convient de donner accès aux enseignants, au matériel et aux applications les plus pertinentes qui sont en général connues. Alors, on a aussi beaucoup parlé des applications du privé, du secteur privé, qui étaient utilisées à des fins pédagogiques. Alors qu'il y a des applications institutionnelles qui existent et qui répondent aux mêmes besoins. Donc là, on a peut-être un travail à faire, nous, pour stabiliser ces applications, et puis les mettre à disposition, et surtout c'est ça qui est important, c'est les diffuser, former les enseignants et les accompagner ensuite sur le terrain. Alors l'accompagnement, on le fait déjà en circonscription, puisque alors, sur le premier degré, et c'est ce que déplorait également le second degré, sur le premier degré, eh bien, nous avons une équipe de conseillers pédagogiques avec un RN qui sont en direct sur le terrain. Les chaises prennent la poussière à la circonscription. L'équipe est absolument, quasiment au quotidien dans les écoles. Ce qui n'est pas le cas des référents numériques dans le second degré. Donc il y a une vraie demande là pour faire en sorte que le second degré puisse aussi avoir cette... Alors je ne sais pas s'il faut une équipe, mais en tout cas que les rôles soient parfaitement identifiés sur les missions de ces référents numériques qui vont accompagner, qui vont former les enseignants. Voilà.